je voulais remercier les organisateurs, donc Thibaut et puis Nalini, qui doit être par là, qui va arriver, pour cette invitation, qui va me donner l'occasion de présenter une partie de mes travaux, mais aussi des travaux, je vais dire plus généralement, en géométrie aléatoire, et plus exactement dans la géométrie des champs aléatoires. Donc, ce matin, on a vu un bout de géométrie aléatoire. Là, ça sera une autre vision, on va dire, de la géométrie aléatoire. Voilà. Et ce que je présenterai, donc les résultats que je présenterai, ça va être en fait autant d'outils qui pourront servir disons, à explorer des... Je peux prendre le mot explorer, comme les excursions permettent d'explorer, voilà, d'explorer des propriétés de champs aléatoires dans une démarche de statistique. Voilà, on va essayer ça, mais ça va rester très probabiliste, on va dire, dans l'exposé. Okay. Alors, je vais démarrer, mais ça me tend à tout le monde d'arriver, peut-être juste tranquillement. Alors, pour qu'on soit bien tous d'accord sur le vocabulaire et les objets dont je vais parler, que l'on parle tous de la même chose, enfin, du moins, voilà, un champ aléatoire, hein, donc ça sera une fonction qu'on notera, ils s'appelleront toujours grand X, mais champs aléatoires, et donc c'est un objet aléatoire, donc il est défini sur un espace de probabilité oméga. Donc sur ce transparent-là, il y a un oméga, il n'y en aura pas d'autres dans les... C'est-à-dire qu'on l'oubliera après, mais bon, il faut bien avoir en tête que ce sont des objets aléatoires, et donc en fait, ce sont des fonctions aléatoires de Rn dans R, et qui sont suffisamment mesurables pour qu'on puisse en dire quelque chose, hein, et donc on va les prendre mesurables par rapport à l'attribut qui est généré par les cylindres, c'est-à-dire par un nombre fini de points. Alors, une fois qu'on a un champ aléatoire, pardon, j'aurais pu juste revenir en arrière, moi je prendrais des champs aléatoires à valeur dans R, mais on peut imaginer une collection de champs aléatoires à valeur dans R plus grand. L'espace de départ, j'aurais dû le dire tout de suite, donc ça sera Rn, et donc je vais travailler dans une géométrie euclidienne, uniquement pour ce que je vais présenter maintenant. Ok. Alors là, une fois qu'on a cette structure, cet espace de probabilité, on peut parler de la distribution de grand X, hein, en disant elle va être uniquement prescrite justement par les distributions finidimensionnelles, puisqu'on a pris l'attribut fait pour ces choses-là. Et en particulier, eh bien, un champ aléatoire sera dit gaussien quand toutes ces distributions finidimensionnelles seront des vecteurs gaussiens. Voilà, donc ça sera notre définition de champ gaussien. Okay. Et un peu plus précisément, les excursions gaussiennes, les excursions tout court que l'on va étudier, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, une fois qu'on se sera donné un niveau U, et puis on va prendre un domaine rectangle dans Rn, on pourra en prendre d'autres, mais pour le moment un domaine rectangle dans Rn, et bien l'excursion, l'ensemble d'excursions au-dessus du niveau U, et bien ça sera l'ensemble de tous les points de notre domaine d'étude pour lesquels le champ dépassera la valeur U. D'accord ? Donc l'excursion, c'est juste un ensemble, quelque chose qui est inclus dans Rn, hein, et qui vous décrit juste ce qui se passe au-dessus du niveau U, hein, puisque... ok. Alors, juste pour avoir quelques images en tête, à quoi peut servir ce genre de champ aléatoire? Et bien, si on pense en n égale 1 uniquement, on a à ce moment-là un processus aléatoire, et puis bien sûr on imagine que c'est intéressant de savoir quand est-ce que ça dépasse un niveau U, que ça soit en finance, en sciences du climat, en température, enfin bon, on est bien sûr intéressé à savoir les moments où on dépasse un certain niveau. Si on pense en dimension n égale 2, bien sûr, du coup, une image déjà en niveau de grille, c'est un champ aléatoire d'une certaine façon, et puis peut nous intéresser quand est-ce qu'on a dépassé un certain niveau. C'est valable par exemple pour toutes les images en imagerie médicale, quand on s'intéresse aux images neuronales, voilà, on cherche quand est-ce qu'il y a des zones plus ou moins excitées, quand est-ce qu'il y a un certain niveau d'intensité qui est atteint. Et puis, bien sûr, on peut imaginer des tas d'autres modèles pour les vagues sur la mer, pour les températures, encore une fois, mais cette fois-ci une répartition spatiale. Okay. Si on fait n égale 3, on peut aussi imaginer qu'on va modéliser un objet, un matériau, et puis on peut s'intéresser et regarder
plus ou moins dense suivant comment est ce matériau, et regarder quand est-ce qu'il y a une certaine densité qui est atteinte, ou au contraire une densité qui n'est pas atteinte, quand on veut s'intéresser au milieu poreux, par exemple. De façon plus générale, on prendra une dimension n plus 1 si on s'intéresse à des modèles qui sont du genre espace-temps, c'est-à-dire à la fois indexés par l'espace et par le temps. Et puis on peut aussi imaginer, avec des dimensions très très grandes, quand on s'intéresse à des données en grande dimension, elles vivent en très grande dimension, avec des points qui sont en dimension très grande. Voilà. Donc, oui, bien sûr. Une petite question, hormis l'hypothèse de mesurabilité et des hypothèses de régularité sur les champs, continuité... Alors, je vais en dire quelques mots après, mais tu as parfaitement raison. Et d'ailleurs, le titre de mon exposé, il y avait Smooth, c'est le titre que j'avais donné, et puis je ne sais pas si vous avez vu que là, j'avais mis des parenthèses autour de Smooth, parce qu'en y réfléchissant bien, je me suis dit que je n'allais pas parler uniquement des modèles Smooth. Mais donc, j'en vais en dire un mot, bien sûr. Donc pour le moment, effectivement, cet ensemble d'excursions, il est défini, ça c'est défini, c'est l'ensemble des points pour lesquels on est supérieur ou égal à U, mais effectivement, la régularité du X a une importance dans la définition pour regarder à quoi ressemble cet ensemble. Ok. Alors, plus précisément, quand même, le cadre dans lequel on va travailler, dans mon exposé, donc X va être toujours de Rn dans R, je vais prendre un champ aléatoire et je vais supposer qu'il est stationnaire et isotrope, ce qui signifie que sa distribution, au sens distribution aléatoire, est invariante par translation et par rotation dans Rn. Ok, donc ça c'est notre modèle de base. Et d'un point de vue distribution, justement, je vais essentiellement parler des modèles suivants, c'est-à-dire du cas gaussien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors basé sur un gaussien, c'est-à-dire quand on prend une fonction d'un gaussien. Okay, le gaussien, le W là, qui apparaît ici, pouvant lui être à valeur d-dimensionnelle. Par exemple, si vous pensez au Ki2, c'est la norme au carré d'un gaussien de dimension d, par exemple. Okay. Ça pourra être aussi, on peut sortir tout à fait du cadre gaussien, enfin, pas pour tout, mais pour certaines fois, et regarder, par exemple, des modèles comme ça où on a un gaussien que l'on a multiplié ici, on va dire un gaussien avec une variance donnée, 1 par exemple, unité, et puis on peut le multiplier par quelque chose qui serait un écart-type aléatoire, qui par exemple présenterait une queue épaisse, pour pouvoir, si on s'intéresse à des modèles qui veulent sortir du modèle gaussien, où on sait bien que les queues s'écrasent à l'infini. Et puis justement, voilà, pour sortir du cas smooth, parce que là, quand je parlerai des gaussiens ou des mélanges de gaussiens, je prendrai des gaussiens avec une certaine régularité, justement. Mais finalement, on peut aussi regarder des modèles beaucoup moins lisses, enfin d'une certaine façon, où on prend un processus de Poisson à valeur dans Rn, croix R+. Alors Pierre nous a fait ce matin une petite présentation du processus de Poisson dans Rn. Donc là, en plus, on s'ajoute donc des points aléatoires, lancés au hasard dans Rn, et puis aussi des rayons, on se donne lancés aléatoires, à chaque point lui est associé un rayon, et on regarde les indicatrices des boules. Donc en chaque point, vous lancez vos points, vous mettez des boules de rayons aléatoires au-dessus de ces points, et puis vous comptez en chaque point de l'espace combien il y a de boules qui sont au-dessus de votre tête, et ça vous fait ce qu'on appelle un shot noise. Donc là, c'est un modèle que j'ai écrit comme ça. On peut faire des modèles plus sophistiqués en mettant des poids devant. Enfin, bon, il y a plein d'autres façons de faire, mais voilà ce que c'est que le modèle de shot noise. Alors bien sûr, ça, c'est un champ qui est à valeur discrète, puisqu'on ne fait que compter et qu'additionner des 1 ou des 0. Okay, et donc, mais par contre, les excursions, ça a un sens, puisqu'on peut regarder qu'est-ce qui atteint le niveau au-dessus du niveau 0, déjà, qu'est-ce qui est recouvert au moins une fois, puis qu'est-ce qui est recouvert 2 fois, 3 fois, 4 fois. Enfin, bon, donc les excursions ont encore un sens, même si on n'a pas affaire à un champ lui-même régulier. Ok. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment, c'est vraiment des modèles distincts, ou il y a des fois où en fait, tu as, alors, par exemple, sur des Gaussian based, tu peux avoir... pardon, excuse-moi, non. Non, c'est des modèles distincts. Par contre, des shot noise, on peut montrer que si on prend un processus de Poisson avec une intensité qui tend vers l'infini et une loi sur les rayons bien appropriée, on peut à la fin tendre vers un modèle gaussien, par exemple. C'est-à-dire, enfin, bien sûr, il faut mettre, non, si on n'ajoute pas ici de poids devant, on arrivera, ça sera que à valeur entière. Mais si on veut, en mettant un poids devant, on peut faire tendre des modèles gaussiens vers des modèles, pardon, des shot noise vers des gaussiens. Mais ce n'était pas ça la question. Je pensais à des choses comme le chaos multiplicatif gaussien.
Ouais, où C'est peut-être une question. tu veux dire, alors, au sens où là, au lieu de mettre un poisson, on pourrait mettre une autre répartition sur les... Oui, d'accord. Oui, on peut. Là, je vais rester là-dessus. Mais on peut effectivement changer ce... On peut fabriquer des shot noise sur tout un tas de processus ponctuels. Okay. Alors, juste pour, encore une fois, un petit peu avoir des images en tête, je vais donner quelques images en dimension 2, parce qu'il n'y a que là qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, je rappelle que l'excursion, elle est définie comme ça c'est juste pour se souvenir des notations. U, c'est le niveau, X, c'est le champ, et S, c'est la fenêtre d'observation. Donc là, vous avez un exemple d'une réalisation d'un champ gaussien. Et puis là, deux excursions prises l'une au niveau 0, l'autre au niveau 1. Bon, voilà, juste pour montrer que l'excursion, comme c'est là, c'est juste une image noire et blanche. C'est-à-dire, c'est pas en noir et blanc, c'est du blanc et du noir. Et donc l'excursion, c'est par exemple que la partie blanche ou que la partie noire, suivant la convention que vous avez adoptée. Et donc l'excursion, c'est cet objet-là qui est inclus dans la fenêtre et qui est juste toute la zone blanche. Et on va donc s'intéresser à quelle information géométrique on va pouvoir déduire ou qu'est-ce qu'on va lire sur cette zone blanche qui est représentée ici. Juste, ça me donne l'occasion de dire que la plupart des petites graphiques que je vous montrerai sont là extraits d'un papier écrit avec mes co-autrices, voilà, donc ça me fait plaisir de l'occasion de le dire, Hermine Birmé, Elena Di Bernardino et Céline Duval. Alors, donc là, c'est avec un champ gaussien, et juste pour montrer que le type de champ que l'on met change l'allure des excursions quand même. Là, voilà, c'est un champ, comme j'ai dit tout à l'heure, un qui 2, avec 2 degrés de liberté, donc voilà les deux excursions prises là, et là, un shot noise, justement, avec des rayons très simples, de rayons 50 ou 100 pris au hasard, et probabilité 1,5 chacun. Voilà, juste pour montrer que il y a peut-être quand même des choses à dire sur rien que les excursions parlent. Enfin, on essaye de faire parler les excursions pour avoir des informations sur le champ. Alors, donc juste, ça me donne maintenant l'occasion de dire un petit peu plus précisément de quoi je vais parler. Donc là, une des premières questions, c'est à quoi ressemblent ces excursions? Alors bien sûr, en tant que tel, on ne sait pas dire grand-chose, c'est-à-dire la distribution des excursions, c'est des objets trop compliqués pour pouvoir donner une loi dessus, bien sûr. En revanche, on peut s'intéresser aux mesures, au volume intrinsèque, c'est-à-dire des mesures en différents sens que je vais définir dans un instant, où là, en tout cas en partie, on saura dire des choses, au moins sur les moments des mesures intrinsèques. On saura dire quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'on va en déduire de ces informations-là? Eh bien, c'est justement un peu le but de ce que je veux vous montrer. On va pouvoir déduire des caractéristiques à la fois quantitatives et qualitatives qui décrivent le champ d'une certaine façon. Et alors, comment on va s'y prendre? Notre méthode, c'est d'abord, il faut qu'on définisse ces mesures intrinsèques, et donc le bon objet, enfin le bon outil de mesure, ça va être les courbures de Lipschitz-Killing des excursions. Ensuite, on va essayer d'avoir les premiers moments de ces courbures LKC dans la suite, ça sera plus facile à dire, de ces courbures à travers des formules qu'on appellera du type gaussienne kinématique. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a des formules, on va dire, qui donnent les premiers moments, on peut appliquer des procédures de statistiques, je dirais classiques, c'est un grand mot, mais enfin en tout cas, on a et de la théorie, et on verra des observations, et avec ça, on essaye de faire une procédure statistique. Alors, tout de suite, définition, je vais faire une définition très vague, très avec les mains, de qu'est-ce que c'est que ces Lipschitz-Killing curvatures, là. Donc, en dimension n, on en a k plus 1, ce sont des fonctionnelles additives, et alors juste déjà, de façon heuristique, quand vous êtes en dimension 2, donc on en a 3, L2, L1, L0. L2, c'est juste l'air. Et donc cet air, on voit bien que ça va être relié plus ou moins à la... on pense encore à la partie blanche dans notre excursion. Là, ça va donner une idée de est-ce qu'il y a beaucoup de blanc ou pas dans notre image, qui est juste en noir et blanc, je vous rappelle, dans l'excursion. Le L1, c'est la moitié du périmètre donc de la frontière, du périmètre de la frontière blanche. Donc ça va donner une information sur la régularité de l'objet qu'on est en train de regarder. Et puis L0, c'est la caractéristique de l'air, c'est le nombre de composantes connexes moins le nombre de trous.
Et ça va donner une information sur la connectivité, c'est-à-dire est-ce que les zones blanches sont très reliées entre elles ou pas. Et donc, finalement, ces trois informations-là, qui sont des informations géométriques, hein, des mesures, des volumes qu'on appelle les volumes intrinsèques aussi, ben, on voit tout de suite qu'ils ils nous informent avec des informations distinctes sur le champ qui se cache derrière. Okay. Alors, je ne vais pas donner de définition beaucoup plus précise, mais juste se dire que quand on est en dimension plus grande que 2, finalement, il y en a quelques-unes qui parlent bien, qui sont encore très intuitives. Hein. Donc, le NIM LKC, c'est le volume n-dimensionnel, c'est-à-dire la mesure de Lebesgue, qu'on connaît tous. Le Ln-1, c'est ce qui mesure l'interface entre la partie blanche et la partie noire. Hein. Et donc, on mesure, c'est la mesure d'Hausdorff, hein, dimension n-1. Là, il y en a d'autres intermédiaires qui ont intuitivement un sens assez difficile à traduire, qui font intervenir la courbure gaussienne dont nous a parlé aussi Pierre ce matin. Décidément, il nous a fait un exposé où tout était introduit ce matin, c'était bien. Et le dernier, le L0, ça reste ce qui s'appelle la caractéristique de l'air et qui peut se calculer un petit peu comme là, mais bon, en faisant en alternant le nombre de composantes connexes, moins le nombre de trous de dimension n-1, plus le nombre de poignées, enfin bon, etc. Ok, donc ça va être finalement nos objets de mesure hein, que l'on va appliquer à l'excursion et à partir desquels on va essayer de déduire des informations. Alors, juste pour dire que ces courbures de Lipschitz-Killing, en fait, on ne peut pas les calculer sur n'importe quels objets quand même. Hein. Les excursions, vous avez vu que ça a des formes quand même très bizarres. Donc, essentiellement, on va les calculer sur des ensembles qui sont appelés de positive Ridge. Donc, je ne sais pas comment on traduit ça en français. On va laisser positive Ridge. Disons, pour donner une définition avec les mains, encore une fois, un ensemble est de positive Ridge si on peut faire tourner autour une boule avec un rayon strictement positif sans jamais, en restant toujours en contact avec le bord. Donc, voilà un exemple mauve là, qui est effectivement un positive Ridge. Et là, un ensemble qui n'est pas de positive Ridge, puisque vous voyez vous ne pouvez pas atteindre qui est ici. Et on a, heureusement, un résultat général hein, plus précis que celui que j'ai décrit là, mais qui vous dit que bon, pour un champ aléatoire que je qualifie de nice, suffisamment convenable, et puis si on se met dans un rectangle, eh bien, il se trouve que les excursions hein, sont des ensembles de positive Ridge. Ça ne se démontre pas aussi facilement que ça, et en particulier ce nice là, on sait le faire pour un certain type de champs aléatoires, mais il n'y a pas de résultat généraux qui dit quel que soit le champ aléatoire, c'est toujours de positive Ridge. Hein, il y a quand même besoin d'hypothèses supplémentaires, mais en tout cas, il y a des cas où on sait faire. Donc, par exemple, si vous prenez un champ gaussien qui est suffisamment régulier, voilà, avec des trajectoires de classe C3, eh bien, donc s'il est gaussien ou s'il est issu d'un gaussien, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fonctionnelle de gaussien, eh bien, il va être positive Ridge. De même, un shot noise du modèle de celui que j'ai montré va être aussi un positive Ridge. Vous pouvez mettre devant, comme je l'avais dit, des poids devant chacune des indicatrices de boules. En tout cas, c'est un positive Ridge si vous mettez des poids positifs. Ça, on s'est démontré. Avec des poids de signe quelconque, c'est pas démontré. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, mais voilà, ça n'est pas démontré que c'est là. OK. Bon, toujours est-il que pour les exemples dont je parlerai, ça a un sens de parler des courbures de Lipschitz-Killing, des excursions, des champs aléatoires dont je voudrais parler. OK. Alors, ça, c'était notre premier outil, hein, quand même avoir le droit de parler des Lipschitz-Killing. Et donc, dans quelques points de méthodologie que j'avais donnés, j'ai dit, on va aussi donner des formules qui s'appellent donc les Gaussian Kinematic Formula, au sens... alors je dois dire que ça fait un moment que je travaille avec ça et que je n'ai pas encore compris pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais voilà, la dénomination, on la trouve essentiellement c'est Robert Adler hein, qui a popularisé, on va dire, ce genre de formule pour des champs aléatoires. Donc là, j'en donne une version simplifiée, mais je trouve qu'il illustre bien en quoi
ces formules sont intéressantes. Donc on va prendre un champ, cette fois-ci défini juste sur R2, déjà en dimension 2, un champ gaussien, stationnaire, isotrope, comme je l'ai dit. Standard, c'est juste pour dire qu'il est de moyenne nulle et de variance 1, et puis avec des trajectoires de classe C3, et bien sûr non dégénérées, au sens où vous ne voulez pas que sa dérivée soit nulle, sinon on ne dit pas grand-chose d'intéressant. Et donc, puisqu'on est dans R2, les excursions, c'est des ensembles de R2, on a nos trois courbures de l'épistylline, 0, 1, 2, la caractéristique de l'air, le périmètre et l'air. Et donc, pour n'importe quel niveau et n'importe quelle fenêtre rectangulaire, on sait calculer en moyenne, donc l'espérance de la courbure de Lipschitz, de l'excursion, avec une jolie formule, qui est vraiment une formule tout à fait explicite, dans laquelle on somme des termes, donc il y a des constantes, certes. Là, il y a un terme en lambda qui apparaît, alors que j'ai mis en bleu parce que le lambda, il dépend exclusivement du x, je vais dire dans un instant ce que c'est. Ici, une quantité qui dépend uniquement de la fenêtre, donc où on utilise encore une fois aussi la mesure de la fenêtre avec nos différents volumes intrinsèques. Et puis ici, quelque chose qui dépend que du niveau. Et donc ces formules-là, elles sont quand même très jolies parce qu'on arrive à séparer, on va dire, d'où viennent les différentes informations. Il y a l'information qui provient du niveau, l'information qui provient du champ et l'information qui provient de la fenêtre. Donc on a l'impression de maîtriser un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lambda? C'est ce qu'on appelle le second moment spectral de X. Donc X, c'est un champ stationnaire. Donc il est parfaitement défini par sa covariance. Donc c'est le moment spectral de la covariance, mais qu'on peut aussi voir en disant, si je regarde le gradient de X, donc X il est régulier, donc je peux regarder son gradient. Il suffit de le regarder en 0, parce que comme c'est stationnaire, la loi est invariante par translation. Et vous regardez la matrice de covariance de ce gradient, et bien c'est lambda fois l'identité, c'est l'isotropie qui vous dit que bien sûr vous devez trouver une constante fois l'identité. Okay, donc ce lambda, il décrit un petit peu quelque chose dans X, pas tout, mais un petit peu quelque chose dans X. Voilà. Bien sûr, les mesures intrinsèques de S, si S c'est un rectangle, c'est facile à mesurer, l'air, le périmètre, et puis 1, puisque c'est une seule composante connexe. Et puis les fonctions qui sont là, c'est en gros les polynômes de Hermite, enfin là c'est la queue de la distribution gaussienne, puis toutes ces dérivées qui sont ici. Voilà, donc voilà le genre de formule alors, qui demande, enfin, dans le livre d'Adler là, en question, ça prend plusieurs chapitres avant d'arriver à établir ces formules. Mais l'idée, comment elles sont démontrées, c'est que, en fait, on regarde ce qui se passe au-dessus du niveau U, puis aussi U plus epsilon, et puis on fait un développement limité au niveau U plus epsilon en fonction de ce qui se passe au niveau U. Et c'est un lointain cousin de la formule de Steiner qui vous dit, voilà, quand vous avez un domaine et vous faites grossir un petit peu autour, et bien vous allez récupérer l'aire de votre domaine, la longueur du bord, etc., le nombre de coins, enfin bon, c'est un petit peu ce genre de technique. Il faut faire des développements limités pour obtenir ça. Mais le fait que ce soit gaussien est utile. Sinon, si on sort du mode gaussien, on a d'autres calculs à faire et certains, on ne s'en sort pas. Enfin, il n'y a pas de... Pas encore, on va dire. Voilà. Alors, il y a quand même des tas d'extensions possibles de cette formule-là, de type gaussienne kinématique formula. Bon, bien sûr, moi, je l'ai montré juste en dimension 2, mais ça s'écrit en dimension n, pareil. On a pour les cas vraiment tout à fait pareil. On peut, moi là je l'écris dans R2 ou dans Rn, mais il y a des formules à peu près analogues, en tout cas dans des géométries ou sphériques ou même hyperboliques, il y a des travaux là-dessus. On peut, comme je l'ai dit, sortir du cas gaussien déjà en mettant une fonctionnelle de gaussien, ça marche bien, ou un gaussien multiplié par quelque chose avec, comme je l'ai dit, une variance aléatoire. Enfin, oui. On peut aussi montrer des formules analogues pour des champs aléatoires, pour des shot noise, où là on obtient une version, disons, faible, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement les fonctionnels de Minkowski, mais on s'est intégré le long des fonctionnels de Minkowski. C'est des travaux en particulier de Agnès, qui parlera tout à l'heure. J'ai perdu Agnès. Là-bas. Il y a des formules aussi dans le cas où le champ n'est plus isotrope mais anisotrope, où là, bien sûr, c'est plus le lambda qui va intervenir, mais quelque chose qui va quand même essentiellement dépendre du gradient de x. Okay. Je ne l'ai pas écrit là, mais moi, mes champs ils sont stationnaires. On peut encore le faire avec des champs à accroissement stationnaire. On trouve des résultats de ce genre. Bon, donc il y a
pas mal d'extensions, mais il n'y a pas non plus, je répète, une formule générique qui marche tout le temps, dans tous les cas, pour tous les champs. Je n'en connais pas. Donc, pardon, oui. Ces formules, ça évoque un peu, je trouve, le théorème de Rayleigh. Le théorème de Rayleigh. Ouais. Pour regarder les niveaux d'une expression brownienne. Ouais. Et je me demande, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Parce qu'on a l'impression que dans Rayleigh, on décrit vraiment quelque chose qui évolue. Là, j'ai l'impression que c'est à la fois plus simple parce qu'on a une espérance, mais c'est beaucoup plus compliqué pour le vue géométrique. Je me demande, est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? Après, en fait, je ne sais pas dire, mais pour les excursions browniennes, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pris des champs très réguliers, là. Donc, clairement, les excursions browniennes, elles font, il y a des histoires de temps local, enfin, on repasse plein de fois par le même point, etc., qui n'interviennent pas du tout ici. Donc, je dirais que c'est, à mon avis, pas le même genre d'outil, mais je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas dire. Oui, pardon. Enfin, j'ai aussi pas mal entendu parler de formules de Cat-Rice. C'est un peu Oui. dans la même famille. Ah oui, oui, c'est ça, c'est exactement. C'est plusieurs communautés qui utilisent des mots différents. Oui, c'est des mots différents, chacun, mais effectivement, c'est un peu le même genre de formule, hein, puisque les formules de Cat-Rice, alors au départ, elles ont été écrites pour compter le nombre de points, par exemple le nombre de maximum, on va dire, ce qui est quand même un peu lié à ce qui est ici, ou compter le nombre de franchissements, enfin le nombre de fois, donc, et c'est le même type de formule, tout à fait. Oui, c'est les formules de Cat-Rice aussi sont de ce genre-là. Ouais. Oui, c'est comme les Lipschitz-Killing curvature, il y en a d'autres qui appellent ça les Minkowski functional, enfin il y a effectivement tout ça, comme c'est des communautés au départ différentes, chacun utilise du vocabulaire un peu différent. Juste pour Cat-Rice, au départ, ça a été fait pour des processus en 1D, dimension 1, où justement on compte le nombre de franchissements, par exemple, le nombre de fois où on dépasse un certain niveau, puis après on des crossings, enfin on compte ça. Et c'est complètement lié à la caractéristique de l'air, hein, parce que le nombre de fois où on est monté et le nombre de fois où on est descendu, ça vous donne le nombre d'excursions qu'il y a dans un intervalle donné. Oui, c'est la même chose. Oui. Donc, une fois qu'on a une formule de ce genre-là, donc Cat-Rice, pourquoi pas, ou Gaussian Kinematic Formula, on va essayer de faire de l'inférence statistique, hein, c'est-à-dire déduire des choses d'un point de vue statistique compte tenu de ce qu'on aura vu sur nos excursions. Alors, juste pour insister là-dessus, c'est que c'est donc des statistiques, mais qui est basée sur une observation qu'on pourrait vraiment qualifier de sparse, enfin d'économe, parce que finalement, on va avoir une excursion. Donc une excursion, c'est en gros une image noire et blanche, hein, c'est tout, qui est là. Une excursion pour laquelle vous allez mesurer quelques quantités dessus, hein, quelques fonctionnels de Minkowski, par exemple k égale 0, n-1, n. Et puis vous allez faire ça pour un niveau, ou peut-être deux niveaux, et puis une fenêtre bien fixée. Donc c'est une information qui est finalement beaucoup plus légère, c'est pas connaître tout le champ, vous n'allez pas connaître la loi du champ qui est derrière, parce que vous avez une observation, un niveau donné, dans une fenêtre donnée de votre image noir et blanc. Okay. Et donc à partir de ça, on va pouvoir quand même déduire des informations à la fois, comme je disais, quantitatives sur le champ. Par exemple, quelle était la variance du champ, quel est son second moment, éventuellement s'il n'est pas isotrope et qu'on a fabriqué quelque chose qui mesure l'anisotropie, peut-être qu'on va pouvoir le déduire de cette observation. Et puis, de façon plus qualitative, on va pouvoir aussi faire des tests statistiques en se disant, au fait, mon champ, est-ce qu'il est gaussien, enfin, au vu de l'excursion, est-ce que ça provient d'un champ gaussien, est-ce qu'il est isotrope, à quoi ressemblent ces valeurs extrêmes, hein, tout à l'heure, on en a parlé aussi, hein, là, c'est François qui en a parlé. Toute cette théorie des valeurs extrêmes, si je me mets à des niveaux un peu élevés, je vais peut-être avoir une information sur justement les valeurs extrêmes que prennent ce processus. Okay. Et donc, comment on s'y prend ? Il nous faut d'abord, comme je disais, il faut quand même une théorie, enfin une formule, ou des formules qui vont nous être données par les Gaussian Kinematic Formula ou assimilées, hein, ce genre-là. Et puis, pour faire le lien entre ce que j'observe et puis la formule théorique, les formules théoriques, vous avez vu, je vous ai donné juste le premier moment, en fait. Alors, il y a aussi des formules, je ne l'ai pas dit, pour le second moment, enfin pour d'autres moments.
Mais pour passer de ce que j'observe, une observation au moment, à l'espérance, il nous faut encore un autre outil très classique des classes et qu'il va nous falloir quand même quelque chose du genre un théorème de limite centrale qui va pouvoir nous dire ce que vous observez là, c'est une observation. Si vous voulez en déduire quelque chose sur la moyenne des choses, et vous avez une seule réalisation. Bien sûr, l'idée, c'est pas si on avait tout un tas de réalisations, ça serait différent. Mais quand on en a une, comment va-t-on faire? Donc en fait, on va essentiellement travailler avec des théorèmes centraux limites pour, cette fois-ci, il faut bien une asymptotique, donc en se disant qu'on travaille sur une grande fenêtre. Okay. Ce qui est à peu près équivalent, excusez-moi, comme je le dirais tout à l'heure, soit on dit qu'on est sur une grande fenêtre, donc soit on dit qu'on a une fenêtre, mais qu'on a au contraire des informations avec un zoom qui fait qu'on sait voir à petite échelle, ce qui est à peu près la même chose, dit de deux façons différentes. Ok, alors, donc pour justement parler de ces théorèmes centrales limites qu'on peut obtenir pour les fonctionnels de Minkowski des excursions aléatoires, encore une fois, là je vais citer un exemple de théorème qu'on peut écrire dans il en existe plein, des théorèmes de ce genre-là. Donc, qui dit quoi? Encore une fois, pour un champ gaussien, stationnaire, isotrope, standard, avec encore une fois, bien sûr, suffisamment réguliers pour qu'on puisse parler facilement de ces excursions, eh bien, on peut montrer que ces fonctionnels de Minkowski, par exemple, obéissent à un théorème central limite quand on renormalise par rapport à la taille de la fenêtre. Okay. Alors ce genre de choses-là, ce genre de résultat a lieu avec ici une variance asymptotique non dégénérée, sinon c'est sans intérêt. Bien sûr, il faut quand même des hypothèses, ça n'est pas toujours vrai, et en particulier, ça n'est vrai, je ne les ai pas écrites ici, je les ai cachées, les hypothèses, mais ça va marcher si on a une décroissance de la fonction de covariance qui fait qu'à l'infini, ça décroît suffisamment rapidement pour qu'on perde un peu à l'infini la dépendance entre les différentes zones de notre excursion, qui vont nous permettre justement d'appliquer, d'avoir un résultat en théorème central limite. Après, il peut y avoir d'autres questions du même genre où si on n'a pas une décroissance aussi forte, peut-être qu'il va falloir renormaliser par autre chose que la taille de la fenêtre. C'est d'autres théorèmes de type central limite, mais peut-être pas comme ça, et peut-être qu'à l'arrivée, on n'obtiendra pas une loi normale. Tout ça, il y a toute une littérature aussi là-dessus, sur l'étude des asymptotiques de ce genre-là. Juste pour signaler que là, c'est écrit pour un niveau donné, mais on peut le faire pour plusieurs niveaux à la fois. On peut aussi le faire pour plusieurs LK à la fois. On obtient des théorèmes centrales limites multivariés, qui ne sont pas... on peut obtenir. Et donc, d'avoir un théorème comme ça, et le fait que on sait combien vaut ces espérances, d'après notre formule, du coup, en tout cas, ça va nous permettre d'estimer de façon consistante, comme disent les statisticiens, les excursions elles-mêmes, puisqu'on va savoir que, les fonctionnels de Minkowski des excursions, puisque on va savoir qu'on sait qu'elles vont s'approcher de la moyenne avec une certaine vitesse, et donc, quand on en observera une, on ne sera pas très loin d'avoir la valeur moyenne, en tout cas, on pourra le mesurer, cette chose-là. Ok. Et donc, c'est ce que je disais là, au lieu d'être, soit on se met sur un grand domaine, soit on se met sur un domaine fixé et on prend une grille de lecture de plus en plus fine. Et donc là, on est dans le monde des infield statistics, des statistiques à petite échelle. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comment peut-on faire ça? Il faut juste aller un petit peu plus loin d'un point de vue statistique. C'est que, d'accord, donc on a notre excursion sous les yeux. On a une formule exacte pour calculer cette moyenne, mais dans la vraie vie, comment va-t-on faire? Alors, juste pour vous montrer ce que l'on peut obtenir, si je prends un champ, juste parce que je vais vous montrer des images, je vais les mettre en dimension 2. Donc, on prend un exemple de champ gaussien, et donc voilà, sur cette image-là, donc vous avez à la fois des courbes, qui sont alors vertes ou bleues, ça dépend comment on les regarde de près. En fait, il y a deux courbes, il y a une verte et une bleue, mais je parlerai que de la bleue. Donc la courbe bleue, c'est la courbe théorique qu'on a obtenue grâce à la Gaussian Kinematic Formula, la courbe qui a U associe la valeur moyenne de l'excursion au niveau U, et sur l'axe horizontal, ce sont les niveaux. Donc on a essayé sur plein de niveaux différents.
Et puis ça correspond à... Ça, c'est pour le L0, hein, donc la caractéristique de l'air. Là, c'est pour le périmètre. Et là, c'est l'air. Donc, bien sûr, on voit que cette fonction-là est décroissante, ce qui est normal. Plus vous allez vous élever, moins vous aurez d'air blanche ou noir, suivant comment vous avez la convention que vous avez adoptée. Et donc, je disais, les courbes continues, c'est les courbes théoriques. Et puis, les points rouges, eh bien, voilà, on a fait 100 simulations d'un champ gaussien comme ça. Sur les 100 simulations, on a pour chacune regardé les excursions aux différents niveaux qui sont indiqués là. Et pour chaque niveau, on a compté combien valait le périmètre, combien valait l'air, combien valait la caractéristique de l'air. Et on a fait la moyenne, voilà. Et donc, ce qu'on obtient là, et donc vous voyez que finalement, ce qui est normal, on va dire, on retrouve à peu près cette formule théorique hein, sur nos expériences, sauf, j'en redirai un tout petit mot ici. Ici, là, on voit que ce n'est pas très bon. Voilà. Sinon, pour en tout cas L0 et L2, ça adapte très bien, ça colle très bien. Un peu moins pour le périmètre, il y a des vrais problèmes pour mesurer le périmètre. Et donc, je continue. Donc là, c'était juste pour montrer que pour un champ Ki2, pareil, on a d'autres types de courbes, mais pareil, ça s'adapte pas mal. Et pour un shot noise, les choses sont plus fluctuantes. Là, on ne le voyait pas sur les autres, mais il y a des intervalles de confiance autour, hein, donc sur nos expériences, ce qui explique les petits bâtons au lieu que ça soit juste des points rouges. Okay. Bon, c'est pour montrer que c'est faisable d'un point de vue simulation, on va dire, et qu'on retrouve l'information théorique que l'on avait. Alors, ça c'est d'un point de vue moyenne, quand vous voulez avoir l'espérance de vos mesures. Maintenant, comment on fait, comme j'ai dit, sur nos simulations, on a mesuré les fonctionnels de Minkowski. Concrètement, comment on fait si vous vous intéressez à l'air, c'est facile. Sur une image, vous avez juste à compter le nombre de pixels noirs ou de pixels blancs. Hein, vous êtes là, c'est pas quelque chose de compliqué. K égale 0, c'est pas très compliqué, en tout cas en dimension 2, parce que en fait, avec toute la théorie de Morse qui est derrière, et là je rejoins les crossings dont je parlais tout à l'heure, finalement, calculer la caractéristique de l'air d'une excursion, ça revient à plus ou moins un près sur les bords, parce qu'il y a toujours des problèmes avec les bords de l'image, mais si on ne tient pas compte du bord de l'image, vous comptez le nombre de maximums qui sont au-dessus de U, moins le nombre de minimums qui sont au-dessus de U, donc ça pareil, ça se compte algorithmiquement assez facilement. Pour K égale 1, le périmètre, c'est plus difficile, parce qu'il y avait des vrais problème de discrétisation. Enfin, quand je parle d'une image, il faut la transformer en pixels. Le périmètre, ça devient des bords de carrés. Les choses sont un peu difficiles. Voilà, et donc, voilà, bon, il y a aussi des gens qui travaillent là-dessus. Voilà, encore une fois, Agnès ici. Bon, parce que c'est vraiment, comme on l'a vu, ça ne s'estime pas très bien, le périmètre. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue concret, on va dire. Alors, comment on va faire une estimation de paramètres maintenant, concrètement, maintenant qu'on a tous ces outils avec nous, la formule, la Gaussian Kinematic Formula, le théorème central limite, tout ça, eh bien, on introduit quelque chose, on renormalise en fait, donc cette espérance-là, on la connaît en théorie, et on va prendre la limite quand on se met sur une grande fenêtre, puisqu'on a dit qu'on veut appliquer le théorème central, enfin, utiliser le théorème central limite en se mettant sur une grande fenêtre. Hein, donc on les appelle les densités, puisqu'on a normalisé par rapport à la taille de la fenêtre. Et donc on peut les regarder pour toutes les valeurs de K qu'on a là. Et donc en se débrouillant bien entre les différentes formules que l'on a pour les différents cas, on peut fabriquer des estimateurs non biaisés. Hein, donc ce CK de U, ça c'est une valeur théorique, et vous pouvez vraiment sur votre fenêtre en fabriquer un estimateur alors qui dépend de la fenêtre sur laquelle vous êtes, mais que je mets un chapeau comme les statisticiens font pour dire voilà, j'ai estimé, mais je peux le mesurer concrètement sur ma fenêtre. C'est ça qui est utile. Le théorème central limite va vous donner des intervalles de confiance. Et puis, disons qu'un des principes généraux des stades va dire voilà, si vous observez par exemple, trois mesures de Minkowski, ou 3 Lipschitz curvatures, en ayant fixé un niveau, une fenêtre, normalement vous êtes capable d'estimer 3 paramètres distincts, puisque vous avez 3 informations. On ne sait pas tout à fait si elles sont indépendantes, mais donc faisons, et on va pouvoir sortir ce genre de choses. Alors concrètement, juste sur un exemple,
regardons ce qu'on va faire. Donc, voilà un exemple de paramètre d'estimation. Donc, toujours notre champ gaussien. Là, et on va supposer que voilà, ce qui est inconnu, c'est ce fameux moment spectral. Donc, je ne sais pas grand-chose sur le champ. Vous savez, je ne connais pas sa loi. Enfin, je sais qu'il est gaussien, ou je fais l'hypothèse qu'il est gaussien. Mais à part ça, je ne sais pas du tout à quoi ressemble sa fonction de covariance. Et finalement, dans un premier temps, je vais me dire, moi, ce qui m'intéresse, dans un premier temps, c'est connaître juste ce lambda, puisqu'il a l'air d'être important. Faisons-le. Donc, on a fabriqué ces intensités, là, ce C0 qui était lié donc, à la caractéristique de l'air. Hein, et donc, juste la formule d'avant, que je ne vous ai pas remise, mais avec la Gaussian Kinematic Formula, vous dit que vous avez vraiment un lien entre la valeur théorique de cet objet, là, qui dépend de U, et puis le lambda. Okay, et donc, une fois qu'on a une formule théorique comme ça, c'est pas compliqué de dire vous inversez tout ça et donc vous allez récupérer un lambda chapeau, hein, donc un estimateur de lambda que vous allez fabriquer à partir de l'estimateur que vous aurez de votre densité qui est là. Okay. Et comme vous aviez un théorème central limite, après il faut encore travailler dessus, mais cet estimateur-là, vous pouvez démontrer qu'il admet, qu'il vérifie aussi un théorème central limite quand la fenêtre tend vers R2. Et donc, du coup, vous avez une estimation du lambda avec des bonnes propriétés statistiques hein, pour avoir des valeurs de ce lambda. Encore une fois, je répète, mesuré uniquement sur une excursion, d'accord, sur une fenêtre un peu grande pour que ça ait un sens, hein, et qui va vous permettre d'estimer cette valeur de lambda. Alors juste un exemple encore voilà, de ce qui est tiré dans le papier que je citais au départ. La valeur de lambda fixe, elle est donnée là, par la droite horizontale, la valeur qui est là. Et puis on a fait plein d'expériences comme ça à différents niveaux. Mais en fait, on peut le faire à un seul niveau. Hein, un seul niveau. Et donc après, vous avez des intervalles de confiance, bien sûr, qu'on obtient. Donc ça, c'est l'estimation. Bien sûr, là, on voit qu'autour du niveau 0, c'est pas très joli ce qu'on obtient. En fait, c'est un peu normal. Notre estimateur, il est divisé par le niveau U, donc proche de 0, on obtient quelque chose qui n'est pas très stable, ce qui paraît raisonnable. Et ça, c'est dans ce théorème central limite qui est ici, bien sûr, il y a une vitesse de convergence, enfin une variance asymptotique, alors, dont on sait qu'elle est finie et qu'elle existe, mais pour la calculer, ce n'est pas très sympathique. Mais en tout cas, on peut l'estimer de façon empirique. Et vous voyez que cette variance, quand vous êtes au niveau 0, elle est très grande, enfin relativement grande. Par contre, si on se met en dehors du niveau 0, mais pas trop dans des valeurs extrêmes non plus, en étant raisonnable, on obtient des variances plutôt petites. Et donc, ça, c'est aussi une indication de dire, si vous avez le choix du niveau auquel vous voulez vous placer, choisissez un niveau pas 0, parce que ça ne vous donnera pas quelque chose de bien. Vous ne mettez pas dans les extrêmes, sinon vous serez en dehors de la zone d'application, mais mettez-vous, voilà, ça donne une idée de où est-ce que ça pourrait être intéressant de regarder le niveau. OK. Excuse-moi, si oui. on prend par exemple deux U différents et qu'on trouve des lambda chapeaux de U qui n'ont rien à voir, on se dit que ça voulait dire que le modèle était pas Alors, gaussien. ça peut dire par exemple que le modèle gaussien n'était pas bon du tout, parce que ça c'est sous l'hypothèse gaussienne. Ça peut vouloir dire que vous n'avez pas eu de chance et que vous êtes tombé dans le cas de la variance voilà, qui est là. Après, j'ai pas de réponse là. Enfin, d'un point de vue statistique, il faudrait peut-être soit répéter l'expérience et faire comme faire un bon statisticien, il va faire la moyenne de ce qu'il obtient, je ne sais pas. Mais je pense que la première réponse, c'est mon modèle ne va pas. Donc, mais mon là, modèle en fait, ne va pas. Pardon, oui. Là, le noyau de covariance, tu as supposé a priori quelque chose sur sa forme ou... Non, rien du tout. Justement, c'était ça. Je sais que c'est gaussien, mais je ne sais rien sur sa forme. Gaussien. À part que, puisque je veux que... j'ai peut-être pas réécrit, mais il faut que ça soit quand même un champ régulier. J'ai oublié de remettre l'hypothèse de classe C3. Donc le noyau de covariance ne peut pas exploser en 0, typiquement. Okay, mais il n'a pas de forme. Non, justement, c'est paramétrique au sens... C'est un paramètre qui m'intéresse, mais... elle n'est pas paramétrée par ce truc-là. Justement, ça ne nécessite pas de connaissances a priori sur le champ, sauf l'hypothèse gaussienne, qui peut être aussi, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est une façon aussi de rejeter l'hypothèse gaussienne quand ce qu'on observe ne correspond pas à ce qu'on aurait dû observer, typiquement. Et donc, de toute façon, tu avais dû anticiper mon transparent d'après, où je regarde à deux niveaux différents ce qui se passe. Voilà. Donc, encore une fois, juste un exemple de voir comment on va faire un test dit de gaussianité, c'est-à-dire est-ce que mes données sont... Parce que ce que j'ai raconté avant, ça supposait qu'on savait que le champ était gaussien, ce qui, dans la vraie vie, on ne sait pas s'il est gaussien.
Et donc, voilà un exemple de test de gaussianité basé sur ce que je viens de citer. Donc, encore une fois, notre hypothèse H0, c'est les gaussiens. Bon, sous-entendu, il reste stationnaire, standard, comme on avait voulu le mettre. Okay. Et donc, on a toujours ce C0, là, qui est notre outil théorique dont on veut parler, qui, comme on l'a déjà dit, dépendait du fameux lambda que je ne connais pas. Donc, si je ne sais déjà pas si le champ est gaussien, je ne vais pas connaître non plus la valeur du lambda. Donc, en se mettant, justement, en faisant le quotient entre ce qui se passe à un niveau alpha fois U et à un niveau U, bah, ça a le bon goût de faire disparaître la dépendance en lambda. Oui. Je vais faire un terrible aveu que la digestion, j'ai un peu décroché. Oui. Et est-ce que tu rappellerais, juste, tu l'as déjà donné dans le transparent précédent, from GKF Novat C0 de U? Oui. Ça, tu pourrais... Oui, alors je vais revenir sur le C0. La définition de ce que c'est de C0. Alors C0, voilà, il est là. En fait, le C0, c'est la formule Gaussian Kinematic Formula, elle vous donnait l'espérance, elle donnait l'espérance de la Km fonctionnelle de Minkowski. Hein, ça, était donné par cette espérance. Et là, on divise, on renormalise par la dimension de la fenêtre. Alors, en particulier, tu as ça, alors K égale 0, si j'ai compris, c'était la caractéristique de l'air. Les maxima et les minima. Oui, c'est ça, le nombre de maxima moins le nombre de minima, et au-dessus de U. Au-dessus de U, et tu renormalises par la taille de ta fenêtre. Et la formule que tu donnes bah, c'est vraiment la Gaussian. Non, celle-là, elle est exacte, c'est la Gaussian Kinematic Formula. Elle est là. Voilà, elle est là. Donc, elle est ici, tu vois, et tu divises juste par la taille de la fenêtre S. Donc, et tu fais tendre la taille de la fenêtre vers l'infini, enfin la fenêtre elle-même. Donc ici, ce qui apparaît, c'est soit l'aire de la fenêtre, le périmètre et le 1 qui est là. Et quand tu divises par la taille de la fenêtre, alors tu prends une fenêtre, j'aurais peut-être dû le dire, dans un rectangle, si tu fais tendre ton rectangle vers l'infini, dans toutes les dimensions, ce qui fait que le périmètre divisé par l'aire va tendre vers 0. Et donc, le seul terme qui reste, c'est le terme qui correspond, alors ici, quand on a L2, c'est-à-dire J plus K vaut 2, J plus K vaut 2, et K vaut 0, alors c'est le L2, et le seul terme qui reste, c'est lambda, la puissance, donc c'est pour J égale 2 que tu calcules. Et donc, alors, X, c'est le champ gaussien. X, c'est le champ. A, c'est l'air, enfin, c'est l'excursion. C'est l'excursion. U, c'est le niveau. U, c'est le niveau, et tu as une formule qui dépend finalement de X uniquement par le lambda. Le lambda. Voilà. Et donc... c'est là-bas. Ouais. Oui, c'est une formule, comme je disais, qui est relativement simple, hein, dans laquelle intervient peu d'éléments. Et on regarde juste ça de façon asymptotique en faisant tendre cette fenêtre. Et alors pour K égale 0, ça donne la formule que tu as écrite. Oui, c'est ça. Hein, si tu fais K égale 0, tu sommes de J égale 0 jusqu'à 2. Donc on fait K égale 0, on somme de J égale 0 jusqu'à 2. Et donc K est nul. Donc il y a un terme qui fait intervenir l'aire de S, un terme qui fait intervenir le périmètre de S, et un terme qui vaut 1. Donc quand tu divises par l'aire de S, il reste que les autres, il reste le terme qui est l'aire divisé par l'aire, il va rester à ce terme-là, puis après les autres termes vont tendre vers 0. Et donc l'aire, il va juste rester les constantes, le lambda, donc j'ai dit J égale 2, donc le lambda, et puis la fonction ρ qui correspond à ρ2 de U, c'est celle que j'ai donnée. U, et je m'en sers, puisque c'est les polynômes d'Hermite. Oui, pardon. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de notations. Ok. Alors, donc notre outil, c'est pour ça que c'est un peu une espèce d'outil magique, là, voilà, ces CK, là, on a des valeurs théoriques pour ces CK qui dépendent uniquement du niveau, a priori pas de la fenêtre puisque c'est asymptotique, sauf quand on veut faire une estimation sur une fenêtre donnée, et puis bien sûr du champ qui est derrière, mais ça contient peu une information assez sparse sur le champ lui-même. Ok. Alors j'en étais au test de gaussianité. Voilà. Donc on avait ce C0 qui est vraiment, du coup, c'est la formule qu'on a explicitée là, qui est là. Et donc je disais, donc, notre hypothèse, on veut tester si l'hypothèse X est gaussien est correcte, mais bien sûr,
on n'a aucune idée de la forme de la fonction de covariance, justement. Puis on ne veut pas en mettre d'hypothèses sur la fonction de covariance, puisqu'on ne sait pas. Et donc, finalement, la fonction de covariance, elle va juste induire une valeur de lambda pour laquelle on n'a a priori aucune indication. Et donc, une façon de s'abstraire, d'oublier, de ne pas tenir compte de ce lambda, c'est de faire le quotient comme ça à 2 niveaux distincts, puisque c'est le même lambda qui va intervenir à 2 niveaux distincts, ça va faire disparaître le lambda, et il va rester que le quotient de ces zéros, le calculé à 2 niveaux distincts, alors là on les a pris un multiple de l'autre parce que c'est plus facile à écrire, il reste juste, on fait le quotient et ça dépend de rien, je dirais, si, du niveau U et puis c'est tout. Okay, et donc, comme en plus, donc maintenant on sait estimer ces choses-là correctement grâce à un théorème central limite qu'on a sur les C0, eh bien on fabrique ce qu'on appelle une statistique d'un point de vue chez les statisticiens, c'est-à-dire un objet qui vérifie bien un théorème central limite et pour lequel vous savez exactement quelle est la loi de cet objet-là, qui est ici. Bien sûr c'est aléatoire, parce que et en plus, on sait quelle valeur il doit avoir en théorie, en moyenne, on a cet objet-là. Et en plus, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire un test statistique, c'est d'avoir une statistique dont on connaît la loi sous l'hypothèse H0 et d'être capable de mesurer en plus quand est-ce qu'on s'éloigne ou pas de la valeur c'est sans biais, et voilà, on sait mesurer quand est-ce qu'on s'éloigne de la valeur moyenne, et même en plus, on peut faire aller un peu plus loin et mesurer la puissance de ce test, parce qu'on a des hypothèses alternatives, en se disant, bon, bien sûr, tester gaussien contre pas gaussien, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas grand-chose à mettre dans le pas gaussien, mais par contre, on peut tester est-ce que c'est gaussien contre est-ce que c'est gaussien, ou est-ce que c'est plutôt du type Ki2, ou est-ce que c'est plutôt student, ou est-ce que c'est plutôt shot noise, parce qu'on sait on a aussi finalement nos formules, là elles vaut ça dans le cas gaussien, mais on a la formule dans le cas Ki2, dans le cas shot noise, on sait combien ça vaut. Okay, donc ça nous permet justement de dire, voilà, j'ai pris 2 niveaux différents, j'ai trouvé, fait le quotient, ce que je trouve, soit ça ressemble à ce que je devrais obtenir si c'était gaussien, et j'accepte l'hypothèse H0, soit je suis trop loin, et ça ressemble plus à ce que je devrais avoir si c'était un Ki2, je vais dire que c'est Ki2. Okay. Donc ça a été utilisé, enfin on a fait des essais là-dessus typiquement, et en particulier, on l'a fait sur des mammographies, alors je pense ça parce que l'exposé d'après peut-être parlera un petit peu de ça, mais des mammographies qui avaient été produites de façon synthétique, juste pour des simulations, qui avaient été fabriquées avec des espèces de shot noise, enfin des choses plus compliquées que des shot noise, mais des objets comme ça, et où on essayait de tester est-ce que c'est gaussien ou pas, et justement on avait l'alternative c'est gaussien ou shot noise, il fallait au vu de la mesure de ces objets-là arriver à déceler ces choses. Voilà, alors il faut que j'avance quand même. Donc là je vous ai juste montré quelques exemples de comment on pouvait utiliser ces formules gaussiennes kinématiques pour faire des statistiques, on va dire, mais on peut, donc là avec quelques références, on peut faire des tests de symétrie, est-ce que la loi est symétrique dans la partie positive, partie négative, est-ce qu'on a un champ isotrope ou pas, on peut estimer des perturbations, on peut regarder dans les grandes valeurs de U qu'est-ce qu'on obtient. Alors là j'ai cité justement Adler et Taylor, là, plus précisément dans un cours de Saint-Flour c'est fait, où ils utilisent cette caractéristique de l'air justement avec la valeur moyenne, toujours avec la gaussienne kinématique formula, quand cette fois-ci vous faites tendre le niveau vers l'infini, vous trouvez un équivalent de ça en disant c'est juste la probabilité pour que le champ dépasse la valeur U. C'est ce qui s'appelle l'heuristique de la caractéristique de l'aire moyenne, qui dit voilà, en fait ça dit juste, c'est normal quand vous êtes dans les hauts niveaux, vos excursions c'est essentiellement, enfin je pense en dimension 2, c'est essentiellement juste des objets, des petites boules, quoi, enfin des boules ou des objets avec une seule composante connexe, enfin des composantes connexes bien séparées les unes des autres. Okay, et donc finalement la caractéristique de l'aire, ça compte le nombre de composantes connexes. Et ça vous donne à peu près la probabilité de dépasser la valeur U quand vous faites la moyenne sur votre espace. Okay. Alors, donc justement, dans ce cours de Saint-Flour, il y a plusieurs exemples d'utilisation de cette caractéristique de l'air, aussi bien pour de l'imagerie cérébrale ou pour mesurer comment ça s'appelle, le Cosmic Microwave Background, où on essaye de se demander est-ce que ce qui nous provient
les radiations cosmiques là, qui nous proviennent du lointain Big Bang, est-ce que c'est gaussien, est-ce que c'est pas gaussien, est-ce que c'est isotrope, est-ce que c'est pas isotrope? Il y a toute une école en astrophysique qui utilise ce genre d'outils. Et puis on peut même, quand on prend pas des gaussiens justement, mais des mélanges de gaussiens, comme je vous l'ai dit, en rajoutant une variance à queue lourde par exemple, on peut étudier un peu plus, entrer dans le monde de l'analyse des valeurs extrêmes. On peut faire ce genre de choses. Voilà. Donc c'est juste montrer qu'il y a plein d'utilisations dans le monde des statistiques, enfin de ces objets. Okay. Et puis, juste pour finir l'exposé, je voudrais aussi dire quelques mots sur comment on peut utiliser ça en TDA, en Topological Data Analysis, qui est très à la mode actuellement, dans lequel on rajouterait un petit, au lieu de faire juste de l'analyse de données topologiques, mais on peut aussi faire de l'analyse géométrique. Il me reste encore un peu de temps. 2 minutes. Alors voilà, très vite, très vite. Donc on va juste faire une petite visite rapide dans le monde de l'analyse topologique des données. Alors, un des outils qui est très couramment utilisé, alors je ne suis pas du tout une spécialiste d'analyse topologique des données, ça c'est juste un extrait de Mariam Abache, qui était une doctorante avec qui j'ai travaillé. Elle a à un moment été tentée par ce genre de choses, donc elle allait travailler un petit peu dans ce domaine-là. Donc à partir d'une image, alors, qui devrait être en niveau de gris, bon, il n'y a qu'à dire que c'est gris, hein, plus ou moins gris, voilà. Donc voilà cette image, là si vous la représentez avec les différents niveaux, on seuille à différents niveaux, et donc qu'est-ce qui est fait très couramment, c'est les diagrammes de persistance, c'est ce qu'utilisent les gens en analyse topologique. Ça consiste à quoi? Vous faites varier les niveaux, vous partez par exemple du bas vers le haut, et puis à chaque fois qu'apparaît une composante connexe, vous notez l'âge, alors ça on va dire que c'est le temps, les différents niveaux on voit ça comme le temps, donc on regarde la filtration associée à ce temps. À chaque fois qu'apparaît une composante connexe, on appelle ça la date de naissance de cette composante connexe, et puis vous la suivez dans le temps, cette composante connexe, et puis un jour elle va mourir essentiellement parce qu'elle va être rejointe par une deuxième composante connexe qui va l'annexer, d'accord? Alors quand 2 composantes connexes se rejoignent et deviennent qu'une seule, on décide qu'il y en a une des 2 qui meurt, et celle qui meurt, c'est la plus vieille. Voilà. Donc, ça veut dire que pour chaque composante connexe, on a une date de naissance et une date de mort. Donc, on regarde des composantes connexes, puis on regarde aussi les trous dans les composantes connexes. Hein, donc, on en est vraiment dans la caractéristique de l'air, comme on en a déjà parlé. Et puis, on représente ça dans un diagramme comme ça, avec les dates de naissance à l'horizontale, les dates de mort ici. Donc bien sûr, il n'y a rien dans la partie du bas parce qu'on meurt après être né, nécessairement. Et puis il y a 2 couleurs parce qu'il y a les composantes connexes et les trous, c'est-à-dire 2 types topologiquement, 2 objets topologiques de nature différente. Okay. Donc ça, c'est des diagrammes de persistance. Et puis, donc là, c'en est un qui est extrait à partir vraiment d'une vraie image. Vous avez une image, et puis en niveau de gris, et puis vous fabriquez un diagramme de persistance. Et donc après, il y a toute une machinerie que je ne maîtrise pas du tout, que je ne connais pas, de machine learning, d'algorithmes qui, à partir de ces diagrammes de persistance, calculent des métriques particulières, font tout un tas de choses pour, par exemple, faire de la classification. Donc on peut on donne plein d'images d'apprentissage, et puis après on essaye d'en sortir quelque chose. Mais donc, là, c'est fait à partir d'une vraie image, mais souvent, ces diagrammes de persistance, ils sont faits à partir simplement de données qui sont des points, et puis autour de ces points, on met des boules qui grossissent, et puis on obtient du coup, pareil, des images en niveau qu'on pourrait mettre en un shot noise, quoi, finalement. Et on s'intéresse aux excursions, au sens où on compte les composantes connexes moins les trous, et on fait des diagrammes de persistance, et à partir de ça, il y a toute une littérature là-dessus. Alors, ce que Mariam a fait là, c'est se dire, au lieu de juste compter les composantes connexes et les trous, clandestinés c'est quand est-ce qu'ils meurent, au sens en niveau, là, on pourrait quand même aussi s'intéresser à quoi elles ressemblent, ces composantes connexes, quelle est leur dimension, quel est leur R, quel est leur périmètre, enfin, utiliser un peu plus d'informations que juste la date de naissance et la date de mort, tant qu'à faire, c'est-à-dire, au lieu de s'intéresser uniquement à la partie topologique, le nombre, on pourrait aussi quand même s'intéresser à la géométrie de ces composantes connexes. Ok, et donc c'est ce que Mariam a fait en appliquant ça. Alors c'était bien sûr appliqué sur c'était des données, des images de grande beauté. Voilà.
Donc c'est des images en niveau de gris. Donc voilà, juste 2 images pour essayer de faire de la classification entre des images bénignes et malignes. Okay, donc voilà les images, voilà juste quand vous prenez différentes excursions qui est là, et puis les diagrammes de persistance que vous pouvez obtenir. Donc là, les diagrammes de persistance, encore une fois, ils tiennent compte que de la topologie, mais donc dans ce qu'a fait Mariem, ils ont fait ça, enfin avec son collègue Morilla, là. Donc ils ont appliqué soit les algorithmes classiques de TDA, qui sont là, je vais expliquer tout de suite ces matrices. Là, ils l'ont fait, au lieu de regarder les informations topologiques, ils ont regardé uniquement des informations géométriques, et puis là, ils ont fait un mélange des deux. Et donc le mélange des deux, ils ont appelé ça géotope. Leur algorithme, là, c'est géotope. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les matrices de confusion. Donc les gens qui sont habitués, ils savent faire. Donc là, vous avez les true labels, c'est-à-dire que vos images, bien sûr, c'est des images d'apprentissage, hein, donc on sait lesquelles sont malignes, lesquelles sont bénignes. Hein, donc les malignes sont là, les bénignes sont là. Et puis ça, c'est ce que prédit votre algorithme au vu de ce qui est là. Et donc quand on est dans les coins comme ça, c'est qu'on est bien, on a compté, on a décidé que c'était bénin alors que c'était bénin, et on a décidé que c'était malin alors que c'était malin. Donc là, on ne voit pas les valeurs, mais il y avait en gros, je ne sais plus, il y avait 660 images pour faire leur test, et on voit que, alors les valeurs, il faudrait les regarder de plus près, bon, c'est de l'ordre de 300 ici, 300 là, et là, il y a un petit peu plus, alors ce n'est pas beaucoup plus, on passe de 300 à 311, enfin bon, et puis là, de 240, à peu près 240, à là, 254, voilà, donc... Ça, c'était vraiment un tout début, c'était juste un petit peu un essai pour utiliser des outils de géométrie, mais de montrer que, voilà, en incluant en plus de la topologie l'aspect géométrique, on peut gagner quand même, c'est normal, des informations. Hein, et comme justement toute cette partie géométrique, on connaît théoriquement plein de choses, voilà, on pourrait peut-être l'utiliser. Alors, pour conclure, c'est Lipschitz-Killing curvature moyenne, là, hein, pour les champs aléatoires. On vient de voir que c'était des bonnes informations, hein, ça résumait bien, ça permettait de caractériser les champs, y compris les valeurs extrêmes. Ça donnait des formules théoriques qui permettaient de faire de l'estimation ou du test. Ça peut permettre d'améliorer les performances. Et puis aussi, surtout, on comprend un petit peu mieux qu'est-ce qu'on fait dire aux données dans ces cas-là. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et donc, voilà quelques pistes. D'abord, arriver à ces formules-là, les GFK, je vous ai dit, il y a quelques cas où on sait les calculer, mais on est encore loin de savoir faire pour tous les modèles, et puis surtout pas de façon générique. Il y a encore plein de théorèmes centrales limites qui ne sont pas écrits, parce que c'est très compliqué quand même d'arriver à prouver cette limite. Il y a tout un tas de problèmes liés quand on est juste avec des images sur la discrétisation qui ne sont pas du tout terminées. Et puis, il y a tout un problème que j'ai complètement caché sous le tapis, c'est un problème de normalisation, c'est-à-dire quand est-ce qu'on dit que le niveau, c'est le niveau 0, quand vous avez juste une image qui vous arrive, c'est quoi, est-ce que vous êtes au niveau 0 ou au niveau 36, j'en sais rien, j'ai une image, je ne sais pas. Donc, il y a tout un problème derrière vraiment important à faire, voilà. Et donc, juste, si j'ai quelques secondes, je vous fais juste un petit peu de pub, voilà. Juste pour dire que, voilà, avec Armin Birmé, on voudrait proposer un sujet en analyse topologique, enfin, mettre de la géométrie dans l'analyse topologique. Vous dire qu'il y a bientôt des journées de géométrie stochastique, donc si vous avez été convaincu parce que vous avez entendu dans la journée, ce sera le moment de venir à Grenoble en juin. Et puis il y a un cours un ouvrage voilà, qui va rassembler plusieurs cours qui ont été donnés pendant les derniers cours de la réunion du groupe Géosto, qui seront bientôt publiés. Voilà, et je m'arrête là. Voilà, tout ça sur le réseau thématique maillage. Voilà, et je voudrais vous remercier. Voilà.